Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce premier numéro de Zéro Dark Thierry, le podcast de la gauche qui n'aime pas les gens. Au programme, des nazis ironiques, du complot, des philosophes perdus, des médecins mégalomanes, des partisans de Donald Trump qui vont un peu trop sur Internet, de la confusion, du chaos, des analyses subtiles et de la mauvaise foi assumée. Avec moi, m'accompagne aujourd'hui la fine fleur de la rhétorique matérialiste, Philippe. Salut Thierry, salut tout le monde. Florent. Bonjour. Et Gwen. Salut. Et ensemble, nous allons tâcher d'y voir un peu plus clair dans tout ce bordel. Nous commençons donc par Philippe qui va nous parler de Michel Onfray de sa revue Front Populaire. Oui, oui, alors c'est qu'on le voit un peu partout en ce moment, un peu à propos de tout et n'importe quoi, et puis j'ai l'impression qu'il part en sucette 9 fois sur 10. Donc vu qu'on nous le présente comme philosophe issu de la gauche, ça m'a interpellé, et vu que je suis un bon psychopathe qui aime la cohérence, comme vous, mes chers amis, n'est-ce pas? Vous êtes des bons psychopathes, oui, c'est bien. C'est bien ce qui me semblait. Non, je suis à l'évidence le plus saint d'esprit de l'équipe, mais j'aime la cohérence. Continue. Bon. Ouais, admettons. Du coup, j'ai voulu creuser un peu plus, et surtout qu'il a eu un petit buzz médiatique cette année avec sa revue Front Populaire qu'il a lancé à grands coups de renfort, journaux, etc., télévisés. Donc déjà, messieurs, je vais commencer par vous. Si je vous dis Front Populaire, qu'est-ce que ça vous évoque? Les accordéons. Des accordéons. Congé payé. Ah putain. Moi je pensais pas à ça, moi je pensais plutôt des trucs un peu en noir et blanc, sépia, avec des ouvriers à casquette et moustache qui lèvent le poing, et puis des usines à l'arrêt, des bourgeois épouvantés, des congés Le camping payés. au bord de la plage. Comment ça s'appelle? Les vélos doubles là. Les tandems. Un tandem. Des petites familles qui partent en tandem au bord de la plage. C'est la première fois qu'ils découvrent la plage. Tout ça grâce au Front Populaire. Enfin, Première fois qu'ils partent en vacances. Grâce aux grèves. Grâce aux grèves, d'abord. Les grèves d'abord. Le Front Populaire ensuite. Voilà ce que ça évoque en général. Bon, vous me semblez normalement constitué, ça me rassure. Merci. C'est-à-dire pas comme Christophe Barbier, parce que pour lui, les congés payés, c'est une entrave à la libre entreprise. Et là, on a envie de lui répondre, oui, et alors? Mais bon, faut bien qu'il y ait des limites quelque part quand même. Donc oui, résumons, c'est un gouvernement de gauche de 36 à 38, entre radicaux socialistes et les communistes pas très loin. Donc effectivement, sous la pression de la CGT, des grèves, on a des grandes avancées sociales, les congés payés, semaine de 40 heures, loi sur les allocations chômage, etc. Je vais pas plus loin, vous avez compris l'idée parce que vous êtes des gens intelligents, je n'en doute pas. Donc on est assez loin dans la mythologie, disons, des progrès sociaux, de ce que BFM nous présente comme le bonheur sur Terre, ce qui est le statut d'auto-entrepreneur, c'est-à-dire pas de protection sociale, pas de congés payés, ni rien, ni que dalle. Bon, on va quand même préciser qu'eux sont payés des milliers d'euros au show à raconter des conneries, mais ça, c'est un détail. Du coup, on pourrait se dire que c'est pas scandaleux pour quelqu'un issu de la gauche de se réclamer de cet héritage prestigieux. Il y a quand même pire comme référence. Oui, mais on va y regarder de plus près. Est-ce que vous voulez bien qu'on y regarde de plus près? Oui. Oulala. Allons-y. Est-ce que c'est sale? C'est forcément très sale. J'espère que c'est sale. Bon, Quel intérêt? Et puis on y va alors. Quel vous les intérêt juge. Allez, De go. toute façon, si on en parle, oui, c'est qu'il y a un côté un peu chelou quelque part, quoi. Donc on va retracer son parcours rapidement. Alors le monsieur, il se proclame philosophe, il se revendique d'un courant de pensée libertaire. Alors j'avoue que j'ai pas tout compris au sujet de sa gestion libertaire du capitalisme, je vois pas trop bien comment on peut faire, mais bon, j'ai mes limites, je reconnais. Il était il y a quelque temps un habitué de France Culture, il a connu un certain succès avec son université populaire de Caen. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui ont claqué la porte au bout d'un moment parce que ça commençait à sentir un peu bizarre. Politiquement, il est passé de Besancenot à Beauvais, puis Mélenchon, et puis il a fini par quasiment le traité de nazi, et depuis il boude et il se dit abstentionniste. D'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce qu'on peut dater son virage à partir de là, parce qu'avant, on pouvait dire qu'il était plutôt intéressant. Ça fait quelques temps quand même qu'il a viré. Moi, je date ça de son expérience plus ou moins ratée de l'Université libre de Caen. Et aussi cette espèce d'incapacité qu'il a eue, je pense, de frustration
parce que c'est un personnage qui exude beaucoup de frustration. Sa frustration à ne pas pouvoir être reconnu dans une espèce de Gotha intellectuel parce que... parce qu'il a des lunettes carrées peut-être, non? C'est peut-être pour ça. Non, parce que c'est trop outsider, trop ceci, pas assez cela, et puis trop égotiste de pas savoir s'entendre avec les bonnes... Je sais pas. Mais, mais ça fait quelque temps quand même qu'il dérive, Michel Onfray. Ça fait une bonne quinzaine d'années là. Ouais. Je pense qu'il dérive depuis qu'il est devenu célèbre grâce à son traité de la théologie, qui est à la base un bouquin qu'il a écrit sous le coup de la colère, parce que suite à ce qu'il avait écrit dans son bouquin précédent, il avait reçu des menaces de la part de fanatiques religieux, donc il s'est vengé en écrivant un bouquin athée. Et ça l'a rendu assez célèbre ça lui a donné un début de notoriété sur le coup. Et je pense qu'il a pris goût, quoi. Ouais, peut-être que l'hypothèse de quelqu'un drogué à la notoriété peut expliquer beaucoup de choses dans beaucoup de cas. Mais continue, Philippe. Ça serait pas le seul. Du coup, alors bon, moi je me suis consacré sur ces quelques dernières années. J'ai pas remonté jusqu'à il y a 15 ans. Mais on va s'arrêter en 2017. Alors il a fait une préface d'un livre consacré à Proudhon, Proudhon qu'il admire beaucoup, anarchiste, etc. Donc je cite dans sa préface, Marx est issu d'une lignée de rabbins ashkénazes, Proudhon d'une lignée de laboureurs francs. Alors moi j'ai pas trop bien compris, donc je pense que c'est pour dire que Proudhon c'est mieux. Mais comme il disqualifie Marx, il n'a pas eu le grand honneur d'être traité d'antisémite par Manuel Valls. Vous savez, c'est le type qui dégaine les accusations de nazisme larvé le plus vite que son ombre. Donc moi je trouve ça un petit peu triste quand même qu'il n'ait pas eu ce privilège. Vu qu'il a un avis sur tout, Onfray, je parle parce que Valls on s'en tape, il a aussi un avis sur le réchauffement climatique et la science de manière plus large, malheureusement. Donc alors il n'a pas été très original, il a suivi le cortège de vieux boomers réac sur Greta Thunberg en disant « Oh là là, vous avez vu son visage de cire, elle fait peur et tout ça ». Bon, on rappelle qu'elle est autiste quand même, donc c'est vachement classe de sa part. Greta Thunberg ne fait pas spécialement peur, enfin... non, en plus, juste une tête de Suédoise, voilà quoi. Avec des nattes. Non, mais elle a pas une tête si particulière en vrai. Non. Oui, mais bon, ça fait l'épouvantail là, parce que mon Dieu. Pour voir des gens qui font peur, il suffit de prendre n'importe quelle présentatrice de Fox News qui est infiniment plus flippante dans leur aspect. Tu veux dire du pays des gens qui montent leurs dents quand ils sont contents, c'est ça? C'est ça. Voilà. Oui, je trouve ça un peu traumatisant moi aussi, mais bon. Donc, sur la science, récemment, il disait sur le réchauffement climatique, je cite, le réchauffement climatique suppose une organisation du cosmos dont nous ne connaissons pas le détail. Ouais, alors le mec, il est un peu complètement barré, je pense, là-dessus. C'est une façon de... Allez hop, mais non, il y a la science, mais bon, c'est pas grave, il y a des choses qui nous dépassent. Michel Onfray, désolé d'interruption, mais Michel Onfray ne comprend rien. C'est quand il y a un moment donné, sur un plateau télé où il fait le Covid-19, ça veut dire qu'il y en a 18 avant. Il se fait reprendre par la présentatrice. C'était formidable ça. Il se fait reprendre par la présentatrice. Il dit, non, c'est juste le truc de l'année 2019. Il fait une seconde d'interruption, le temps de faire une erreur 404 du cerveau, et puis il enchaîne. Il enchaîne super vite. Quoi. Oui, mais bon, il y a eu le SRAS. Le SRAS, c'était un Covid aussi. Non, mais je pense qu'il ne faut pas que les gens parlent de science, qu'ils ne comprennent rien à la science. Ouais. Mais c'est un truc dont on reparlera quand on rediscutera d'Aldop. Ouais, et puis du coup, ce qui sous-entendait avec cette histoire de 18 autres au Covid, c'était que, quand même, vu qu'il y en a eu 18, le 19e, on devrait quand même savoir le traiter, quoi. Donc, comment ça se fait qu'on ne peut pas le traiter? Oui, c'est vrai, ça. Roger, remets-moi la même. Mais bon, ça doit être un complot, mais ça va plaire à Florent, sans doute. Donc on va revenir quand même sur sa revue parce que c'est ça qui titille l'attention et qui fait qu'il est invité régulièrement sur CNews à prendre du thé et des petits gâteaux avec Éric Zemmour. Donc dès le début, sa revue s'est donnée pour but douteux de fédérer les souverainistes de droite et de gauche. Donc ça c'est un vieux projet qui commence à sentir un peu la naphtaline. Jean-Pierre Chevènement, oui, alors là on fait dans le deep naphtaline. Non, on peut pas. C'est le retour des morts vivants. Voilà, là c'est littéralement. Ouais.
Donc lui, ça fait longtemps qu'il essaye, et donc on sera pas surpris qu'il traîne son fantôme autour de la revue. Hein. Alors concernant les autres contributeurs, il suffit de faire un rapide tour d'horizon sur le site Front Populaire, qui est un peu bordélique, soit dit en passant, on a un peu de mal à s'y retrouver. Pour se demander où sont les autres souverainistes de gauche revendiqués, en fait, il y en a pas. Donc, bien sûr que non. Alors je dis ça, mais c'est pas du fait de mon sectarisme inouï, vil et bas. Hein, c'est vraiment, j'ai cherché, il y en a pas, quoi. Donc bon. Alors on va en citer quelques-uns, il suffit de regarder. Donc Didier Raoult, pour ceux qui savent pas, c'est un grand pote des réseaux républicains du Sud. Donc que les gens de gauche s'intéressent à lui, c'est un peu problématique, on va dire. Il y a aussi Robert Ménard, le maire de Béziers, bien connu du Rassemblement National. Il y a Philippe de Villiers, qui est un Vendéen notoire. Ils interviennent tous dans le premier numéro, donc c'est un peu, déjà, ça annonce la couleur. Pour le reste, on pourrait croire que le philosophe s'est fait remplacer par le Figaro, s'est fait grand remplacer, même je dirais par le Figaro, parce que vraiment... Joli grand remplacé. Ah oui, t'as vu, il y a talent. Ouais, je vois, il y a du travail, j'apprécie. Donc, on va en citer quelques-uns. Donc, Alexandre Devecchio, Barbara Lefebvre, et puis Eugénie Bastier aussi, qui a écrit un truc, je crois, sur la décroissance, ou je sais pas trop quoi. Bon, il y en a plein d'autres du même tonneau, j'ai pas voulu... À part dans l'humanité, y a-t-il un journal où Eugénie Bastier a pas écrit un truc ? C'est exactement ce que j'allais dire, quoi. C'est Eugénie Bastier partout, justice nulle part. Elle a écrit dans le B. Franchement, c'est pas possible. T'ouvres un truc. Un article par Eugénie Bastier. Dans Mediapart, peut-être. Wow, donne pas d'idée à Edwy, comme ça, il est capable. Il est capable. Derrière sa moustache. Derrière sa moustache, il est capable de faire des trucs et de l'inviter. Eugénie Bastier, omniprésente, quoi. Ouais. C'est une omniprésence qui est un petit peu inversement proportionnelle à la qualité de ses interventions, par ailleurs. Donc mais il faudra consacrer. Moi, je me sens partant. Il faudra une chronique sur Eugénie Bastier. Ouais, moi je me sens partant parce que Eugénie Bastier concentre énormément de choses qui ne vont pas dans le paysage politico-médiatique franco-français. Mais bon, oui. Donc, est-ce que vous l'avez lu d'ailleurs, la revue Front Populaire ? Moi, j'ai pas lu, non. Enfin, j'ai lu le site, j'ai lu quelques articles. Alors, il y en a un récemment qui m'a un peu fait rire jaune. C'est sur le masque. Oh là là, attention, le masque, ça fait du CO2 et du coup, on s'auto-asphyxie et je sais pas quoi. Oui. Donc, c'était soi-disant un médecin qui écrivait. Bon. Ok. Mais comment ça se fait que les chirurgiens soient pas tous morts ? Alors ? Ouais, voilà, c'est ça. Pourquoi il n'y a pas-t-il une hécatombe chez les personnels soignants alors que eux, depuis des travaillent années avec ça, quoi. Oui, depuis littéralement des années, depuis des décennies, il devrait y avoir des milliers de morts par. C'est atroce. Alors il y avait un truc sur l'état profond. On buterait sur des corps de chirurgiens dans les rues, ce serait atroce. Bah, oui. Ouais, et puis en menuiserie, pareil. Hein. Pas mal de métiers du bâtiment. Bah oui. Donc, et puis il vaut mieux en avoir un de masque là, parce que sinon tes poumons ils font un peu la gueule quand même. Des corps partout dans les rues de France, des corps de maçons et de chirurgiens qui tombent, c'est atroce, quoi. Je suis extrêmement surpris à chaque fois de la débilité profonde des gens qui disent mais le masque ça fait asphyxier. Il y a même plus asphyxiant que le masque des chirurgiens. Il y a le casque des motards. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et des CRS qui devraient tomber d'inanition dans les manifs. Ouais, mais bon, ça c'est pas trop grave en ce moment s'ils tombent d'inanition. Juste pour information, la revue de Michel Onfray Front Populaire coûte quand même 14,90 € le numéro. Ce qui la réserve quand même, et ça c'est un détail qui est important, à une certaine frange de la population qu'on va qualifier de aimablement bourgeoise. On va dire ça. Non, c'est sûr que le but ce soit qu'elle soit achetée. Pardon ? Ça sort tous les combien, cette petite merveille ? Alors, ça sort qu'il y a 4 numéros par an pour la modique somme de 69 €. Je suis sur le site. Et 69 € pour 4 numéros par an, ça va. Il y a un abonnement sur le site aussi, non ? Mais bien sûr. Bon bise. Il est inclus. C'est un bon bise. Mais je pense que c'est comme tous ces blocs de luxe de droite, c'est pas vraiment fait pour être acheté. Oui. C'est fait pour avoir un titre sympa pour pouvoir aller à la télé en tant que rédacteur en chef du bordel, comme l'Opinion, comme Atlantico, comme ce genre de merde là. Ce genre de trucs qui sont C'est juste une version un peu plus cheap, tu vois.
Parce que c'est financé à perte, mais voilà. Parce qu'il y a des gens qui lisent l'opinion. Justement, tu non. en connais? Alors, non, mais justement, non, c'est ça le principe, c'est que c'est pas lu. Mais... Non, mais le truc, il a été quand même lancé il y a quelques années, il y avait plein de fric autour de ce journal, c'est lu par personne, quoi. Oui, mais c'est pas fait pour être lu, c'est fait pour que le mec, il aille à la télé comme ça. J'abonde dans ton sens, cher Gwen. Non, parce que, mais du coup, pour moi, Front Populaire, c'est un peu pareil, en fait. C'est pas fait pour être lu, en vrai. Oui, c'est ça, c'est pour permettre à des gens de s'exprimer en ayant l'occasion d'aller à la télé pour dire ce qu'ils s'expriment. Et puis surtout, c'est revenir sur l'idée de cette espèce de truc, le souverainisme des deux rives. C'est un truc qui me parle énormément, ça fait très longtemps. Mais tu veux peut-être en parler ? Non, mais je pense qu'il faudrait qu'on rappelle déjà ce que c'est le souverainisme, parce que tout le monde utilise ce mot à tort et à travers. Il y avait Florent qui avait donné une très très bonne définition de la différence entre souverainisme de droite et souverainisme de gauche un jour. Oui, c'est possible. Tu t'en souviens plus. Mais ça doit être un de mes éclairs de génie que j'ai totalement oublié. Tu avais dit que souverainisme de droite, c'est souverainisme de la nation, souverainisme de gauche, c'est souverainisme du peuple. C'est vrai. Voilà. C'est pour la ça base. que nous, par exemple, nous situons, pour les gens qui se poseraient encore la question, du côté plutôt souverainisme du peuple. Voyez-vous ? Tout à fait. Et donc, à chaque fois que on lance, genre, moi je dis ça depuis, ça fait presque 20 ans que Chevènement il a lancé l'idée du souverainisme des deux rives, etc., nous allons réconcilier souverainistes de gauche et de droite pour ensemble reconstruire la nation et blablabla. Et ça finit toujours en souverainisme de droite, systématiquement. Enfin, c'est parce que oui, c'est la règle fondamentale de l'unité en politique. Elle se fait toujours à droite. Il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé en Italie. On a eu un exemple assez éclairant, je pense, dernièrement. Souverainisme de gauche en Italie, je pense que je sais pas. Non, mais t'avais. Non, mais bon, il était dépeint comme tel, on va dire. T'es fou. Mais bon, en tout cas, c'est l'extrême droite qui a remporté la mise, alors qu'ils étaient minoritaires, quoi, dans le truc. Du coup, les autres se sont mis avec les SOSDEM. Bon. Voilà quoi, ça marche pas trop quoi, en fait. L'extrême droite dans ce truc-là, en Italie, c'était les seuls qui avaient un programme. Mais même sans aller en Italie, dès que tu as une idée de se dire il faut qu'on s'unisse d'une manière ou d'une autre, c'est toujours le mec le plus à droite qui en général n'en a rien à foutre et qui du coup impose ses conditions parce que sinon il s'en va. Bah oui. Ah oui. Donc, c'est pour ça que le gentil qui est plus à gauche que le connard qui est à droite, il veut tellement être dans la gentillesse et l'union et le machin qu'il accepte des trucs impossibles quoi. Et c'est valable à peu près à chaque fois qu'il y a deux entités politiques qui essayent de faire des trucs ensemble. Après, de toute façon, il suffit de voir dans le paysage médiatico-politique qui se réclame encore du souverainisme de Chevènement. C'est Elisabeth Lévy, c'est la quasi-totalité des gens qui écrivent dans Causeur, des gens dans Atlantico, des gens... Enfin, c'est tout Florian Philippot, quoi. Florian Philippot. De mémoire, ce qui est sorti de plus à gauche dans la campagne de 2002. Chevènementisme. Qu'est-ce qui est sorti de gauche de Chevènement? C'est Éric Coquerel. Voilà. Encore Coquerel, il s'est barré, tu vois. Voilà. Coquerel s'est barré. Coquerel, il s'est barré à l'époque, tu vois. Du coup, justement, parce il s'est barré au moment où Chevènement, il commençait à dire oui, les trucs des deux rives, etc. Alors, mon hypothèse, c'est que Chevènement, il parlait des deux rives du Styx en revenant de son anesthésie générale. Là. Mais je les ai vus très près. Oui, Jean-Pierre, oui, merci, c'est gentil. Continue Philippe, parce qu'on t'interrompt et tu non, j'avais quasiment terminé. Tu vas jamais finir ta chronique, on va y passer la matinée. Elle était terminée quasiment. Une émission de 4 heures. C'était juste pour vous demander s'il n'y avait pas... je pense qu'on a déjà répondu à cette question, s'il n'y avait pas un peu tromperie sur la marchandise. Et comment ça se fait quand même que c'est comme quand Zemmour il prône une révolution conservatrice, le gars, Front Populaire, Libertaire, tout ça finit à droite quoi. Donc les types en fait ils récupèrent nos mots et ils en font leur miel et puis je sais pas, ça participe à la confusion. Donc c'était ça aussi la question que je me posais, c'est est-ce que Onfray c'est juste un problème d'ego surdimensionné qui part en vrille ou est-ce que c'est quelque chose de plus général sur des types qui essayent de faire des compositions politiques confuses et dans quel objectif surtout, c'est ça le truc parce que le type alors soit il fait ça pour sa gloire, ce qui est fort probable, soit il a un agenda politique derrière. Alors, les deux s'excluent pas forcément. Ouais, je pense qu'il a un agenda. Alors, je pense qu'il fait ça beaucoup pour sa gloire parce que c'est quelqu'un qui
en grande frustration de reconnaissance et de validation. Bon, ça encore, ça, j'ai envie de dire que c'est un petit peu le problème général de tout l'Occident du XXIe siècle. La société du spectacle. Voilà, la société. Oui, mais pas trop. On va pas trop, parce que le débordisme, c'est. Ah oui, non mais. Pas trop. Mais on en reparlera un autre jour du débordisme. Je pense qu'il y a moyen de rigoler. Tout douce pour le débordisme. C'est parce que moi, ça fait plus de 20 ans que j'entends la société du spectacle, le spectaculaire intégré. Que c'est au bout d'un moment, ça fait mal à la tête. Et puis, au bout d'un moment, c'est les analyses de Debord, surtout sur. Bon, bref, à partir, je trouve que ça pue totalement. Un autre jour. Ça pue totalement la dépression et à la fin, on va tous mourir. Bon, bref. Fin, on peut rien faire. Fin de la parenthèse. Moi, l'initiative de Onfray, mais c'est dommage parce que Onfray, c'est un mec qui était intéressant. Quand il a fait ses premiers bouquins, son bouquin sur les cyniques grecs et sur le ventre des philosophes. Le ventre des philosophes, c'est formidable. Il faut vraiment le lire. C'est vraiment intéressant. Comme quoi, là, il disait quand même que rester dans une perspective complètement matérialiste, où il disait que la pensée ne surgit pas du ciel des idées et qu'on est tous un peu tributaires de ce qu'on met dans notre estomac. Et c'est vrai. Ça, c'était très pertinent. Hein. Il y a des très bonnes choses au début. Puis après, il a voulu devenir célèbre et je pense que ça a percuté. Je pense que quand la célébrité, une renommée trop brusque, percute un ego en besoin de validation, ça peut donner vraiment des résultats assez effrayants, je pense. Et il n'est pas tout seul dans cette affaire, moi. C'est ça le truc qui me frappe. C'est que, par exemple, le gars qui a apporté la thune, alors je sais plus comment il s'appelle, il y avait eu un espèce de portrait de lui dans un canard il y a quelques temps. Le mec qui produit en fait Front Populaire au niveau financier et tout ce que tu veux, c'est l'ancien producteur d'Ardisson déjà. Mais genre, quand je dis ancien, c'est celui qui était l'associé d'Ardisson dans les années 80-90, tu vois, donc la grande époque. Il y a un certain temps. Voilà. Et il a aussi, c'est lui qui a lancé Polonie Télé, Onfray TV avant Front Populaire, mais ça avait fait un bide. Etc. Et qui a l'air de se faire une espèce de spécialité d'investir de la thune dans des personnalités confuses comme ça. Alors, pas le confusionnisme d'internet, mais plus les confusionnistes pour boomers, tu vois. Donc, j'ai retrouvé son nom. Voilà. Il s'appelle Stéphane Simon. Oui, voilà. C'est normal que tu t'en souviennes pas parce que c'est pas franchement un nom qui marque, tu vois. Stéphane Simon. Ouais, mais voilà. Et du coup, je me demande quelle part du projet de Front Populaire est le projet d'Onfray et quelle part est le projet de Stéphane Simon. Parce que il en a fait d'autres des comme ça, quoi. Voilà, c'est un article dans Charlie Hebdo, et oui. En fait, Stéphane Simon d'Ardisson à Onfray, c'était sorti au mois de mai dernier. Moi, j'ai pas plus de données sur le personnage. Voilà. Non, mais effectivement, il y a une cohérence qui se dessine dans la démarche du mec. C'est-à-dire que le cas individuel d'Onfray soit dû à son besoin de notoriété, ouais, sûrement, mais ça a croisé un phénomène politique plus profond. Est-ce qu'on peut partir sur un théorème comme quoi, si le souverainisme des deux rives finit toujours à droite, le confusionnisme intéressé finit toujours à l'extrême droite? Quelle est bien ma question? Oui. Pas mal. En même temps, quand tu as besoin de troller pour gagner de l'argent... J'en ai une autre de question. Est-ce que quand on commence libertaire, est-ce qu'on finit toujours à droite aussi? C'est un peu plus... Je pense que ça pourrait faire l'objet d'une émission. Ça mériterait une émission. Ça mériterait une émission entière. Parce qu'il y a quand même d'autres exemples. Il n'y a pas que Michel Onfray, quand même. Oui. Bon, après, si tu vas par là, est-ce que chaque fois qu'on est trotskiste, on finit au Parti Socialiste? Mystère. Qui le sait? Qui peut le dire? Je ne sais pas. Disons que... maintenant, non, mais... Il fut un temps, en effet. Maintenant, dans la qualité, maintenant. Je suis désolé. Plus personne te paie maintenant pour ça. Non, il n'y a plus de carrière, donc on s'en fout. Voilà. Il n'y a plus de je mandat, il n'y a plus rien. Votre attention... Gwen. Je voulais juste porter à votre attention, j'étais en train de relire la bio du fameux Stéphane Simon parce que c'était très rigolo. Quand même, c'était l'ancien rédacteur en chef du magazine Entrevue, qui était quand même le meilleur exemple de tout ce qu'on peut faire de putassier dans la presse en France, de crasseux, de dégueulasse.
Et enfin voilà quoi. Tout quelqu'un, un nom à suivre, un nom à suivre. Donc, je pense que c'est à mon tour dans l'ordre des préséances. Et en plus, mon introduction sur est-ce que le confusionnisme finit par à l'extrême droite me donnera l'occasion de rebondir sur ma propre chronique où nous avons parlé de l'alt-right camembert. Bah vas-y. Non, j'ai basé ça sur la lecture que j'ai faite d'un bouquin de Paul Conge qui s'appelle Les Grands Remplacés. Parce que vous savez qui c'est. Vous savez qui c'est, mes amis, les Papacito, Conversano, Raptor, Solveig, Mineo. Ouais. On va trop sur Internet, donc oui. Ouais, parce que nous, on est des gros... c'est pas ce que l'humanité donne de mieux à voir, hein, ces gens-là, quand même. Non, mais nous, on les connaît parce qu'on est des gros nerds de la politique, parce que nous, on s'intéresse aux marginaux les plus dévissés. Sauf que cette fois, les marginaux peuvent être une avant-garde, et c'est pour ça que c'est toujours bien de garder un œil sur eux. Et pour les vénardes et les vénards qui ne savent pas encore qui sont les énergumènes ci-dessus, ce sont des petites créatures qui vivent pour l'essentiel dans des internets mondiaux et sont très occupés à pourfendre des masses d'ennemis qui n'en finissent pas de les persécuter toute la journée. Les Arabes, les Juifs, les Noirs, les gay pride, les féministes, les femmes en général, la plutocratie cosmopolite, les gens qui font pas de muscu. Ils ont un truc contre les gens qui font pas de muscu. Je sais pas pourquoi. Les étudiants en sociologie, les gens qui ne font pas d'enfants, les gens qui font des enfants, mais avec des pas blancs, les pas comme eux. La gauche, sachant que pour ces gens, la gauche, c'est tout ce qui est à droite de Pinochet, parce que même Marine Le Pen, elle est beaucoup trop communiste. Et jusque-là, ça ressemble aux FAF normaux. Oui. Jusque-là. Ouais. Enfin, Boulazette Bombers. Tout à fait. Ouais, voilà, c'est les débiles, consanguins, limités. Alors, sauf que eux, baignés depuis toujours dans Internet, ils ont mixé l'angoisse du grand remplacement avec la culture du LOL. En fait, l'alt-right, c'est ça. Voilà, c'est le grand remplacement et la culture du LOL. Et ça donne à la fin un truc qui est très, très 2020 en politique, c'est-à-dire l'hybride. L'hybride, ça, c'est un truc sur lequel je pense qu'il faut réfléchir. Il y a beaucoup de choses qui sont hybridées en ce moment, sur les trucs qui ne devraient pas aller ensemble. Par exemple, c'est du nazisme ironique, du fascisme jovial, du racisme aimable et du féminisme de droite. Ouais, ça, c'est des trucs qu'on trouve maintenant. C'est un peu des oxymores, tout ça, en fait, normalement. Je sais, mais ça se trouve. Des chimères, des créatures monstrueuses. C'est une bonne vieille obsession fasciste, les oxymores. C'est vrai. C'est un peu comme... Nouvelle tradition, c'était quand même pas mal comme nom de revue. Bah oui. Ah ouais, c'est bien ça. Et donc, sociologiquement, ils sont issus de la petite bourgeoisie hantée par le déclassement, voire pour certains d'un prolétariat largement décimé et moralisé. Ils se sont fafisés devant Internet, ont passé beaucoup trop de temps sur les 18-25 jeuxvideo.com, beaucoup trop de temps, et on passe toujours beaucoup trop de temps sur le 18-25 jeuxvideo.com. Même y passer 5 minutes, c'est trop... Ah non, même y passer 5 minutes, c'est trop. Moi, ça me fait pleurer les yeux, quoi. À un moment donné, je suis très étonné qu'on n'ait pas encore fait une dissolution du 18-25 comme il devrait y en avoir de génération identitaire. Tu vois. C'est ça, ouais. On a dissous l'unité radicale, faut dissoudre le 18-25. Je pense que le 18-25 est plus nocif encore que l'était l'unité radicale. Ah, largement. Largement, déjà, et l'audience n'a rien à voir, quoi. C'est ça. Ils sont aussi fachos et avec une audience mais démultipliée. Mais je pense qu'on en parlera dans une autre émission puisque tu avais une idée de sujet là-dessus. Que de choses nous allons parler dans les prochaines émissions. On en a pour 10 ans là. Mon Dieu, ça va être merveilleux. Et donc ça s'appelle politiser ses inquiétudes. Parce que la politique, entrer en politique, commencer à s'intéresser à tout ça, c'est en somme politiser ses inquiétudes. Mais alors qu'on est d'extrême droite, on les politise en version débile. Alors des fois c'est drôle. Enfin, l'alt-right, Camembert, Conversano, Raptor, tout ça, c'est drôle, surtout quand ils s'engueulent. Moi, j'adore les Bales quand ils s'engueulent, c'est atroce, quoi. Ils ont des noms de trucs d'insultes où ils s'insultent de bougnoule manteau. Non, mais c'est pas possible. Il faut le trouver, ça. Et là, la première fois que j'ai lu ça, une espèce de fil sur des réseaux sociaux où ils s'engueulent, mais ils se traitent de trucs. De toute façon, vous êtes des bougnoules mentaux. J'ai même pas ri, j'ai émis une sorte de son bizarre comme ça. Enfin, tu as henni. J'ai henni ou un truc comme ça. C'est parce que pour trouver ce genre d'insulte, dans quels abysses de ta propre tête tu es descendu, quoi. Ça traduit bien leur obsession quand même. Enfin, je veux dire, au moins. Non, mais bougnoule mental. Il faut y penser quand même. Ça veut dire, mais ça veut dire que voilà, c'est la gauche
En fait, ils sont pas forcément arabes, mais ils sont quand même arabes dans leur tête, tu vois. C'est pour ça qu'il faut... Même d'extrême droite. Même quand t'es nazi. Même quand tu es nazi. Il faut que tu traques l'arabe dans ta tête quand tu es nazi. C'est quand même une... Non mais attends, c'est quand même une espèce de très vieille lubie nazie, ça, parce que déjà à l'époque des nazis originaux, t'avais cette idée de traquer les traces de culture corrompue dans la culture en l'occurrence dans la culture allemande, tu vois, et dans les comportements et dans les machins. Enfin, alors on n'a pas forcément de traces des insultes que les gens s'envoyaient en scred dans les réunions du parti nazi, mais moi je les vois bien s'insulter de juif mental. Hein. Vu les trucs qu'il y a sur la purification des arts, la purification des intellectuels et tout ça, pour moi c'est un vieux délire nazi, alors remis au goût du jour du LOL, mais en fait il est exactement identique, quoi. Ouais, parce que bon, ça ils sont marrants quand ils s'engueulent, mais en fait ils sont pas marrants parce qu'ils sont vraiment racistes. Mais vraiment très. Et leur succès, c'est l'échec de l'antiracisme moral. Parce que l'antiracisme moral, avant, ça disait mais tu es raciste. Et avant, tu as toutes les faves qui disaient mais non, mais pas du tout, je suis trop ceci, pas assez cela, je suis pas du tout raciste. Et eux, ils répondent oui, je suis raciste et tu vas faire quoi ? Et qu'est-ce que tu veux faire ? C'est-à-dire que si ton intervention antiraciste, c'est seulement un truc moral en disant oh, le racisme, c'est pas bien. Oui, le racisme, c'est pas bien, le sida, c'est méchant, la guerre, c'est mal. Ok, très bien. Et si en face, tu as quelqu'un qui répond oui, je suis raciste et je t'emmerde, et tu vas faire quoi ? Politiquement. Comme il risque rien. Comme tu risques rien. Alors pour le moment, donc, c'est une frange minoritaire, mais le film des bulots complotistes Hold Up l'a montré, le marginal peut devenir mainstream très très vite. Voilà. Et c'est pour ça que c'est intéressant de s'y intéresser. C'est une phrase dégueulasse, mais vous avez compris. Mais Gwen disait il risque rien, mais pourquoi il risque rien en fait ? C'est ça ? Parce que sur Internet, on risque pour l'instant pas encore grand-chose sur certains aspects. Alors, jusqu'à récemment, jusqu'à l'affaire Marvel Fitness, qui donnera un autre sujet de chronique pour une prochaine émission. Puisque c'est décidément le fil rouge du truc. En fait, on parle même plus des trucs qu'on est en train de parler, on est en train de déjà se projeter dans le turfu, tu vois. C'est un teaser géant pour toute la saison. Comme l'a montré l'affaire Marvel Fitness, peut-être que c'est la fin de l'impunité, ou le début de la fin. Nadia Adam, l'affaire Nadia Adam, quand c'était fait. Oui, aussi. Ouais, complètement. Sauvagement insulté par des trous du cul, comme ça. Du 18-25 de jeuxvideo.com. 18-25 de jeuxvideo.com. Donc c'est peut-être le début de la fin. Bon, après... quand Marvel Fitness, on n'a quand même pas affaire au couteau le plus aiguisé du tiroir d'Internet, non plus. Mais justement, ça va peut-être dire quelque chose. Mais ça, je pense qu'il faut explorer ce genre de choses, que c'est intéressant. Il risque rien parce que, c'est en tant que tel, il y a des outils juridiques et des outils légaux qui existent, incitation à la haine raciale, etc., mais qui ne sont pas appliqués. Tout à fait. Voilà. C'est parce que c'est pas appliqué, parce que la justice n'a pas de moyens, parce que c'est quand même des gens qui se cachent énormément, qui délocalisent leur site. Ouais. Comme Boris Lelay, par exemple. Comme Boris Lelay. Qui partent à l'étranger en continuant de faire leurs vidéos. Je crois, comment il s'appelle ? C'est Conversano qui est parti à l'étranger aussi. Alors, Conversano, c'est encore autre chose. Parce que le projet Conversano, c'est, je sais pas si on en avait parlé une fois, je ris, parce que je vois, Alors, lui, il s'est barré de France, parce qu'il ne supporte plus de se croiser de noirs dans le métro et ça le plonge dans des transes. Donc, la France, c'est immigré, c'est foutu, c'est le Frankistan. On se casse dans les ex-pays de l'Est, où il organise une sorte de petite communauté de Babtou, qu'il encourage à se marier avec des locales pour se reproduire et procréer des petits blancs qui vont revenir dans 30 à 40 ans pour reprendre le pouvoir dans la France africanisée. Ah putain. Ah ouais. Il y a des gens qui ont des délires comme ça. Je sais pas à quel moment tu peux te dire rationnellement que ça a la moindre chance de marcher, ce délire. C'est juste une couverture pour aller dans les pays de l'Est et faire le kéké alors que t'as pas trop d'argent. Ça marche pour son compte en banque, ouais.
Ah, mais c'est ouais, et puis ça marche parce que les gens bise. qui vont le rejoindre, ils veulent surtout. Enfin, ça va être un peu bourrin, mais je pense que l'accès aux polonaises et à leurs culottes fait plus dans son projet que la volonté politique de. Enfin, tu vois, à un moment donné. Parce que ça, c'est aussi une grosse constante de la alt-right lol, hein, l'obsession La sexuelle. frustration. La frustration sexuelle. Tu vois, quand tu vois Rocher, bah oui, enfin, quand t'as Julien Rochdy qui sur son site te vend des formations pour avoir une philosophie virile de la vie et une mentalité supérieure, et affronter des ours te dans la vend un montagne. livre, bah oui, et qui te fait un bouquin sur les secrets de la compétition sexuelle, et en gros la promesse implicite étant deviens nazi et tu vas choper. C'est ça. Mais ça, de toute façon, sur l'internet FAF depuis le début. Ça, c'est une constante. C'est un truc qui revient tout le temps. C'est-à-dire que il faut devenir viril pour pécho. Ça, c'est un truc mais qui revient mais par cycle. Ça les travaille mais énormément. Et oui, donc ça les travaille et je crois l'avoir déjà dit, je pense que ça va petit à petit devenir leur nouveau centre de gravité plus que le racisme. C'est possible. Il y en a pas mal déjà qui, plus sur l'internet fasciste anglophone, mais qui sont déjà dans l'idée de dire que le grand remplacement, c'est la faute des femmes, et c'est parce qu'avec le vote des femmes, les femmes ont décidé de laisser rentrer les Noirs et les Arabes. Non mais Soral, mec, sans aller jusqu'aux États-Unis, Soral, il dit ça. Oui, il dit ça. Oui, mais Soral n'invente pas grand-chose, il recycle. Oui, bien sûr. Soral de toute façon est la clé de voûte. La clé de voûte de toute cette galaxie. Ils sont tous passés à un moment donné à un autre en influence ou à côté, ou ont carrément bossé avec lui. Bon, quitte à se faire casser la gueule après quand on converse. ça aussi, c'était drôle, parce que les engueulades de Faf, ils en vont jusqu'à se taper dessus. Comment il s'appelait le mec Mais les engueulades de Faf, ça peut aller très très loin. Comment il s'appelle le mec? Putain, mais je me souviens plus, c'est fou. 47 ans, déjà des trous de mémoire, mon Alzheimer me guette. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Le type, du Front National originel qui avait sauté dans sa bagnole. Ah, Duprat. Putain, merci quoi. François Duprat, théoricien nazi. Voilà, on peut le dire. Comme ça, Duprat, celui qui avait eu l'idée de l'affiche, 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop. C'est ça, qui était le grand théoricien du FN à l'époque et qui a sauté dans sa bagnole, où ça fait la légende urbaine depuis 40 ans que les FAF n'arrêtent pas de dire c'est le Mossad, mais moi, je suis convaincu que c'est un règlement de compte interne. Mais oui. Voilà, je suis convaincu de ça. C'est les années 80, de toute façon. Dans les années 80, il y avait des bagnoles qui sautaient dans tous les partis politiques, quasiment. Non, moi je suis sûr que Duprat... Ou des noyades dans des flaques d'eau, des suicides d'une balle dans le dos. Je suis convaincu que Duprat, il a été buté par les mêmes mecs avec qui il bouffait une choucroute la semaine d'avant. Une bonne vieille affaire crapuleuse avec d'anciens membres du SAC ou un truc comme ça irait très bien au personnage et à l'époque. Fin des années 70, début des années 80, des intersections de toutes sortes. Ouais, non, je pense que Duprat était embarrassant pour son propre camp, surtout. Bon, bref. On va pas... Alors qu'aujourd'hui... Parce que si on commence à parler de la fafologie, parce que nous-mêmes étant des fafologues amateurs, ça, moi, je ne suis qu'un humble fafologue amateur. Je connais des fafologues professionnels qui sont mais alors je pense qu'il faut quand même s'intéresser de près à cette alt-right, parce que je pense qu'au bout d'un moment ces idées vont parler aux jeunes, parce qu'ils emploient c'est la vidéo, c'est YouTube, c'est des podcasts comme nous, ce qu'on est en train de faire. C'est que c'est en train de parler à une frange de 15-35 jeunes, très jeunes, qui se retrouvent absolument pas, on va dire, dans un discours contestataire de gauche, ce qui peut se comprendre, et qui sont dans la hantise comme tout le monde, dans la hantise du déclassement, dans la J'ai l'impression que leur gros point de fixation en termes de discours, alors je vais dire un truc qui est presque une tautologie quand on parle de fafologue, mais ils s'énervent plus contre alors ce que eux ils appellent la bien-pensance, mais globalement contre l'idée d'une moralité commune à peu près gentille, que contre des points précis de politique, en fait. Moi, c'est ça le truc qui me marque. C'est justement, c'est la capacité, et c'est pour ça, à mon avis aussi, que ça peut plaire vachement à des ados ou à des jeunes adultes. C'est la revendication du droit de dire
Ouais, et alors, je t'emmerde. Oui, c'est ça. C'est abordé. Et ça, c'est très répandu aujourd'hui dans pas mal de couches de la société, comme volonté, y compris au gouvernement d'ailleurs. Oui. Ouais, sur Paul, donc le board d'extrême droite de 4chan, j'avais vu un post qui résumait assez bien ça, qui disait que la spécialité de 4chan, c'était de faire de la provoque, et que à partir du moment où on était dans une société où à leurs yeux on accepte sans problème l'homosexualité, etc., la provoque, c'était de revenir à la morale traditionnelle. Ouais, bon, ça c'est en tout cas comme ça que se perçoivent. Enfin, les plus ils reviennent même pas. Peut-être. Ça, c'est classique. Le réganisme disait la même chose. Ouais. Bien sûr, c'est le discours du backlash, c'est pas. Zemmour, quand il dit la révolution conservatrice. Oui. Bon. Oui, la révolution, c'est du réganisme aussi. Ouais. Oui, mais c'est même juste réactionnaire de base. Je veux dire, tu prends les trucs des années 20, c'était exactement pareil. Dans la révolution conservatrice, c'était un courant culturel de l'Allemagne des années 20 à la base. Oui. Qui a inspiré le pétainisme. Entre autres choses. Et la révolution nationale. Donc, juste pour conclure, moi je pense qu'à un moment donné, les hybrides vont sortir de la frange minoritaire jusqu'au mainstream. Et moi je suis prêt à vous parier une bouteille de vin italien, bon et cher, qu'un jour il y a Marion Maréchal qui va se pointer en se disant qu'elle est féministe de droite. Elle est pour le droit des femmes. Ah si, moi j'en suis sûr. C'est sûr. Ça, j'en suis sûr. Elle est féministe de droite, c'est-à-dire qu'elle est pour le droit des femmes et pour le droit des femmes à pas se faire emmerder dans la rue par les mognioles. Oui, ça c'est sûr. Je pense qu'elle le dira pas comme ça, parce que je pense que ça lui arrache la gueule de dire féminisme, mais elle trouvera un créneau. Si tu mets de droite à côté, t'inquiète, et si elle voit qu'il peut y avoir un impact, t'inquiète pas, elle va le dire. Et puisque à l'extrême droite, ça me donne une excellente occasion de faire une transition, puisque l'extrême droite s'est remplie de paranoïaques complètement débiles, et c'est vrai que ces derniers temps, en matière de paranoïa et de débilité, on a eu un gros morceau avec le film Hold Up. Oui. Dont au sujet de quoi Gwen va nous causer, mais pas que de ça. Non, parce qu'en fait, au début, je voulais parler de Hold Up. Je voulais me lancer dans la chronique cinéma, parce que c'est quand même le plus gros succès de science-fiction depuis le dernier Luc Besson. Mais... j'ai vu, après, j'ai commencé à me renseigner, j'ai regardé, j'ai vu les 10 milliards d'articles de les 174 trucs faux dans les 7 premières minutes de Hold Up, pourquoi Monique Pinson-Charlot est folle, tout ça. Par toute la presse mainstream et par tous les gens bien comme il faut, éduqués, macronistes, surtracher les gens qui croient dans ce qui est dans ce film. Avec, il faut le dire, quand même, une bonne grosse pile de mépris social bien dégueulasse, alors que quand on écrit, quand on est producteur de contenu, c'est-à-dire journaliste raté pour multinationales, je pense qu'on n'a pas tellement de leçons à donner. Oui. Bref, j'ai vu tout ça et je me suis dit, est-ce que je vais rajouter ma petite feuille à cet empilement de réactions complètement contre-productives et nul à chier en fait, parce que alors qu'on s'entende bien, hein, Hold Up c'est un film dans lequel il y a, c'est complètement taré comme truc, comme je disais, ça se présente comme un documentaire sur pourquoi le Covid c'est une manipulation, mais c'est vraiment plus de la science-fiction qu'autre chose. Parce que le machin te dit le Covid, en vrai, c'est pas très grave, donc on nous ment, mais en même temps, c'est fait pour faire un génocide des pauvres, donc faudrait savoir, c'est pas grave ou c'est un génocide, voilà. Les masques, ça marche pas, mais ça t'étouffe, mais en même temps, c'est la 5G, et les vaccins, c'est Bill Gates qui veut dominer le monde en t'implantant une puce au fond du nez, mais ça, en fait, c'est les tests, c'est pas les vaccins. Bref. À un moment donné, le truc, il part dans tous les sens, il se contredit lui-même toutes les 5 minutes. À grand renfort de montage, pour le coup de montage assez professionnel, tu vois, parce que le mec qui a réalisé ça, c'est un vrai pro de la télé, c'est un mec qui a bossé pour TF1, pour Envoyé spécial, pour des trucs comme ça. Avec de la musique style M6. C'est un artisan de la télévision qui connaît son métier. Qui est parti après zoner du côté de la Manif pour tous, et pour ceux qui étaient déjà sur les internets mondiaux en 2014, les grosses polémiques sur est-ce qu'il y a 2 personnes au mètre carré ou 17 personnes au mètre carré dans les manifs de la Manif pour tous, et ben c'était déjà grâce à lui.
Pierre Barnerias. Ouais, Bref, je digresse un peu, mais en gros, ce qui m'a frappé, c'est que toutes les réactions à Hold Up, elles avaient un point commun, c'est que ça faisait bloc alors autour de la réalité, la science, de l'anticomplotisme et machin. Sauf que leur anticomplotisme, c'était pas matérialiste, hein, c'était Rudi Reichstadt, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas un macronisme est du complotisme. C'est-à-dire qu'en gros, ça faisait bloc politiquement. Alors contre les complotistes, qui sont quand même un grand sac dans lequel tu peux mettre un bon paquet de trucs, qui va du gourou à la victime du gourou, en passant par n'importe quel opposant. En particulier les opposants qui ont une analyse un peu structurelle des choses. On y reviendra. Et donc ça faisait tellement bloc que ça donnait à voir dans la réalité un truc que les gens qui croient dans les théories du complot imaginent déjà dans leur théorie du complot. Vous voyez bien, c'est ceux qu'on dénonce qui sont contre nous. C'est ceux qu'on dénonce qui sont contre nous, et ils dénoncent tous pareil, avec les mêmes arguments, en même temps et tout, ils se sont forcément organisés. Alors non, ça s'appelle l'esprit de classe, ça s'appelle les paniques morales. Bon, après, la socio, c'est un peu compliqué. Panique, mais voilà. Et donc... Bon, du coup, c'est une situation de merde. Je voulais pas rentrer dans ce truc-là. Mais alors, je me suis demandé pourquoi, comment autant de gens, parce qu'on parle quand même d'un film qui a eu des millions de vues en quelques jours. Plus de 3 millions. Qui a ramassé en crowdfunding et en pay-per-view sur Internet des centaines de milliers d'euros en quelques jours. Un truc dingue. Comment y croire ? Comment des centaines de milliers de gens voient ce truc qui part dans tous les sens et alors se sentent plutôt convaincus, mais en plus ensuite vont faire du prosélytisme, quoi. Parce que je sais pas vous, mais moi j'ai vu passer dans mon fil Facebook, j'ai reçu des textos avec des liens en mode va voir ça, c'est hyper intéressant. On m'en a parlé dans des trucs militants, on m'en a partout. Alors moi non, mais alors parce que mon Facebook est d'exceptionnelle qualité. Oui, alors t'as de la chance. Moi j'ai le malheur d'être j'ai le malheur d'être dans des organisations où il y a des gens militants d'un peu plusieurs horizons. Malheureusement, j'y ai pas échappé. Pas plus tard qu'hier en manif, je me suis engueulé avec une meuf qui était sur une petite estrade en train de dire il faut regarder Hold Up, regardez, on vous ment, machin. Voilà, j'ai pas pu m'empêcher de lui hurler dessus. Bon. Elle disait ça, est-ce qu'elle avait son masque quand elle disait ça ? Bah non, évidemment. Et donc... Parce qu'elle n'est pas un mouton du système. C'est ça. Non mais du coup, bon, après, voilà, je voulais... J'ai pas pu me retenir de lui hurler dessus quand je suis passé devant parce que je me suis senti insulté, voilà, mais... Dans ton intelligence, oui. Ouais, dans mon intelligence, dans mon humanité, parce que je connais des gens qui sont morts du Covid, bref. Mais quand des centaines de milliers de gens voient ce truc, on peut pas présumer qu'elle soit toute folle. Contrairement à ce que font les macronistes et on va dire toute la classe bourgeoise éduquée qui a fait bloc contre le film. Parce que quand même leur grande théorie c'est de dire oui, c'est des gens, ils ont des biais, ils sont pas bien éduqués, du coup ils comprennent rien, ils ont pas l'esprit scientifique. Non, il y a autre chose. Et à mon avis, cette autre chose, et là je suis un peu triste parce que Frédéric Lordon a fait un article en expliquant ça alors qu'on n'avait pas encore enregistré, donc je suis deg. C'est que à un moment donné, quand le monde c'est de la merde, que tu as plein de problèmes, que ta vie est un peu chiante, que tu... Enfin voilà, que t'es pas satisfait, t'as besoin d'avoir un pourquoi. Alors c'est la vieille question du sens de la vie, hein, on va pas la résoudre aujourd'hui, mais même sans aller jusqu'au sens de la vie, c'est aussi un des besoins de la politique. C'est en gros avoir une compréhension de ce qui se passe et mettre un peu d'ordre dans ce que tu observes, en fait. Pourquoi ce qui se passe ? Pourquoi c'est de la merde ? Pourquoi cette merde, elle me tombe sur moi ? Pourquoi elle tombe pas sur d'autres ? Pourquoi ces autres-là et pas d'autres autres ? Et ce qui est vachement fort dans les théories du complot, c'est que tu peux partir de constats qui sont tout à fait vrais et après tu dérives. Et c'est un peu ce que fait Hold Up. Il part d'un truc qui est vrai, à savoir le gouvernement français a géré la crise de façon, on va dire, on va être un peu charitable. On va être un peu charitable, on va dire de façon vraiment pas optimale. Comme des branques, ça marche aussi. Comme des branques, ça marche aussi. Moi, mais... Vraiment pas optimal, c'est très charmant. Voilà, non mais voilà, ils ont géré ça comme des branques. Ils ont menti
à de nombreuses reprises. Et ils mentaient déjà avant sur d'autres choses. Ils ont menti pendant les Gilets jaunes, ils ont menti pendant les manifs contre la réforme des retraites, ils ont menti sur la réforme des retraites, ils ont menti pendant la campagne électorale d'Emmanuel Macron, ils ont menti sur Benalla, ils ont menti sur... On avait dit qu'on faisait pas une émission de 4 heures, arrête de faire la liste des mensonges. Ouais, pardon, excuse-moi. Ouais. Surtout que là, ils continuent et ils vont continuer. Oui, voilà, alors je voudrais bien faire la liste des choses vraies qu'ils ont dites, mais... j'ai pas trouvé. Ça devrait aller vite, du coup. Non, mais voilà, enfin, du coup, tu pars du constat de base que le discours officiel, en tout cas en ce moment, est particulièrement un tissu de mensonges, et en plus, des mensonges qu'on... Tu vois, il y a des mensonges, je fais une aparté, mais t'as des mensonges, quand tu gouvernes, ils sont nécessaires. Le jour où on prend le pouvoir, on va pas aller prévenir BlackRock. C'est mal ce que tu dis, on est de gauche, on est pur, on peut pas laisser passer ce genre de choses. Oh. C'est tellement vilain. Non, attends, mais on est complètement idéaliste dans le truc comme ça, il faut vivre dans un monde socialiste et merveilleux où plus personne jamais ne mentira. Ah oui, mais ça c'est après mais ça. Quand tu dis que tu vas pas mentir, tu peux dire que tu vas pas mentir, c'est un mensonge aussi. Oui, mais alors ça c'est le paradoxe de je sais plus quoi. Mais enfin voilà. Paradoxe du crétois, je crois. C'est ça, ouais. Mais du coup, on va pas aller prévenir BlackRock ou je sais pas quelle autre banque qu'on débarquera saisir tous leurs biens à 6h du mat le jour où on va prendre le pouvoir, tu vois, on n'est pas con non plus. Ouais. Mais il y a une chose qui est de mentir par intérêt tactique quand tu es dans un conflit, une guerre ou je ne sais quoi. Il y a une autre chose qui est de mentir tout le temps sur tous les sujets à ton peuple souverain parce que tu les prends fondamentalement pour une bande d'abrutis. Excuse-moi, on est dans une logique de guerre de classe. Si tu considères que ton propre peuple est un ennemi, alors oui, t'as pas de problème. Oui. Ça pourra faire l'objet d'une autre émission. Mais oui, tout à fait. Ce sera la phrase qui définira la première émission. Ce sera l'objet d'une prochaine émission. Ça. Là, c'est les 12 personnes qui vont écouter cette émission seront sur les dents. À un moment donné, sans se dire de quoi je vous parlais pendant des années. On va créer des tonnes d'angoisse chez nos 3 potes respectifs qui vont écouter ça pour nous faire plaisir. Eh oui. Mais du coup, ils seront obligés de revenir. C'est ça qui est beau. Ils seront obligés de revenir. Et donc, ça les empêchera de dormir. Comme ça, ils en parleront à leur conjoint en le secouant à 2h du matin et disant de quoi ils vont parler. Bah oui. Comme ça, on fait boule de neige. Dans 3 mois, on est à 1 million d'auditeurs, les amis. C'était pas l'objectif. Si. Enfin voilà, du coup, le discours officiel te ment. Ok. Bon, à partir de là, la défense basée sur ah oui, c'est la vérité, machin, ça n'a plus aucun sens. Et ça devient une compétition de réalité alternative, tu vois. C'est-à-dire que ça te lance dans une espèce de relativisme un peu bizarre où ce qui est censé être vrai, c'est des mensonges. Donc après, entre un mensonge et un autre, au fond, autant prendre celui qui est le plus confortable. C'est la loi de l'offre, une sorte de loi de l'offre et la demande généralisée d'information qui te permet désormais de choisir la réalité qui te convient. Tout à fait. Et comment dire ? En plus de ça, le discours quand même officiel, il est sur une base qui est c'est le réel, on peut pas discuter, c'est pas notre option politique, c'est juste que c'est comme ça, il n'y a pas d'alternative, machin. C'est raison alternative. Exactement, Margaret. Tout ça. Et donc, tout converge vers pousser les gens vers une vision alternative de la réalité s'ils sont pas eux-mêmes matériellement en accord avec le gouvernement parce qu'ils profitent, parce qu'ils sont dans la bonne catégorie sociale pour que ça se passe bien pour eux, quoi. Et là, c'est là que du coup, tu as des gourous qui peuvent entrer en scène, comme les producteurs d'Hold Up, comme les Watt milliards de chaînes YouTube, de je sais pas quoi. Etc. Et là, moi, où ça m'attriste, c'est que quand t'as tous les centristes mous, bourgeois de mon cul, qui insultent les croyants complotistes, parce que pour moi, faut parler de gourous et de croyants. Il y a les gourous, les croyants et les prosélytes, en gros, quoi. C'est un peu religieux comme lecture, mais il y a une histoire de régime de croyance comme ça. Après, on peut l'appliquer au militantisme aussi dans sa version actuelle, d'ailleurs. Ce qui me fait chier, c'est qu'en fait, ces gens qui croient ces trucs-là, qui tombent sur ces informations-là et qui se construisent une vision complètement pétée du monde réel,
D'une part parce qu'ils ont besoin de se construire une vision du monde, et d'autre part parce que, en gros, ils sont inondés par les flux de ces trucs. Et c'est des victimes en fait, ces gens. Alors c'est très triste, mais ils sont victimes. Alors déjà, ils sont victimes au sens le plus basique du terme, à savoir quand même souvent ils y perdent de la thune au passage. Parce que, je sais pas, moi, Dieudonné, par exemple, il a jamais été tellement inquiété pour ses propos antisémites. Et ce qui fait qu'il a des problèmes avec la justice, c'est parce qu'on a trouvé 600 000 balles sous son lit en liquide alors qu'il avait escroqué ses abonnés avec son assurance. Donc, c'est des victimes au sens le plus judiciaire du terme. Al Capone saura, les Dieudonné tomberont par le fisc. Bah oui. Je vous prédis l'avenir. C'est très bien comme ça. Et donc, voilà. C'est des victimes au sens déjà juridique, financier, crapuleux. Voilà, crapuleux, c'est ça que je cherchais. Et puis c'est aussi des victimes politiquement, parce que moi, ce qui me tue dans les discours complotistes, c'est que c'est un discours d'impuissance totale. C'est un discours qui te dit les dominants sont hyper forts, ils sont hyper bien organisés, ils sont omniscients, ils ne sont jamais pris à défaut. Enfin, je veux dire, ils t'expliquent des théories du complot qui sont tellement compliquées qu'elles sont irréalisables. Irréalisables. C'est des trucs tellement tordus, il y a tellement d'endroits où ça peut partir en sucette et rater que... Non, et puis il suffit de les voir, quoi. Tu les vois. Tu te dis, mais ces gens-là, enfin voilà, quoi. Tu vois Sibeth Ndiaye, est-ce qu'elle est capable de faire une théorie super compliquée? Non, après, ils pensent pas à Sibeth Ndiaye quand ils pensent aux gens qui fabriquent les théories du complot. Mais voilà, c'est des trucs hyper compliqués. Enfin, je sais pas... Ouais, alors, j'entends ce que tu dis. J'entends ce que tu dis sur le côté, effectivement, victime, emprise, gourou, etc. Mais alors, parce qu'il faut quand même que je l'exprime, parce que par moments, nous ne sommes pas que des politiques, Gwen. Nous sommes aussi des êtres humains sensibles. Tu comprends? Non, arrête. Enfin, surtout moi. Oui, peut-être toi, mais... Non, pas Gwen, vous. Non, Florent, j'ai un doute. Non, pas vous. Mais des fois, quand tu lis des trucs sur le Covid, machin, et puis des gens qui t'insultent en disant « Ah, vous croyez pas ?» S'ensuit une théorie complètement foireuse. C'est parce que vous êtes des moutons du système, etc., où tu te fais insulter. Mais c'est des trucs... C'est difficile, humainement, tu vois, de pas se dire « Ouh là 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 là, mais bien sûr, débile. Mais bien sûr. Toi. Mais il y a une sorte de course comme ça. C'est exactement ce que j'ai fait hier à la manif, justement. Voilà, je suis tombé sur la meuf, je lui ai hurlé dessus en mode mais vous êtes en train d'insulter tous les soignants qui en chient depuis 10 mois, accueillir les malades. Alors que politiquement, tu aurais dû lui tendre la main pour lui dire non, camarade, c'est pas possible. Tu te trompes de colère. À un moment, oui, mais tu peux pas. Voilà. Et justement, c'est là que c'est terrible. C'est là que c'est terrible parce que en vrai, ces gens, ils n'ont pas choisi d'être cons, tu vois. Bon, moi, je suis peut-être un peu moins misanthrope que toi, tu vois. Je pense que globalement, les gens ont assez peu de prise sur le choix d'être con ou pas con. C'est plus une histoire d'environnement, tu vois. Je pense que c'est pas une question de conneries, c'est une question qui a une altération de la faculté de penser. Ouais, et de l'information et de l'information autour. Tu peux tirer des conclusions. Tu vois, je me suis retrouvé à avoir une discussion assez glauque avec un ancien copain qui a viré complètement trumpiste il y a pas longtemps. Le mec te donne des infos et tire des liens logiques entre elles qui sont en soi cohérents. Sauf que toutes ces infos sont fausses. Ouais. Toutes ces infos, c'est ce que fait l'extrême droite depuis l'invention d'Internet, tu vois. Et encore plus depuis l'invention des commentaires sur les journaux et des réseaux sociaux. C'est que les gens peuvent réfléchir bien à partir d'informations complètement fumées et du coup arriver à des conclusions complètement fumées. Le grand remplacement. Voilà, et il y a une production délibérée, politique ou lucrative, ou les deux, de cet environnement d'information complètement fumée pour que les gens, de bonne foi, en étant pas toujours débiles, alors parfois débiles, mais pas toujours, puissent quand même rentrer dans une réalité alternative, parce qu'en fait, ils voient, tu vois, c'est comme si tu avais tous tes écrans de contrôle et tu tires des directions, des conclusions à partir de ce que tu vois dessus. Après, si ce qui est dessus, c'est complètement faux, voilà. Non, mais en tout cas, moi, le truc qui me rend triste, du coup, c'est pas tant que ça rende les gens débiles ou que machin, ou même l'aspect identitaire de ça, je pense que toi, tu aurais des trucs à en dire.
c'est que du coup ça transforme. En gros, quand tu crois à une théorie du complot, t'es plus un citoyen politique, quoi, parce que tu pars du principe qu'ils sont trop forts et qu'il n'y a rien à faire. Ceux qui essayent de faire des trucs, ça devient au mieux une croisade perdue, au pire ça devient suspect. Peut-être qu'ils veulent s'intégrer parmi les dominants et peut-être qu'ils ont un intérêt personnel. Ouais, ou tu penses qu'ils cherchent un intérêt personnel et tout, parce qu'il y en a en plus, donc c'est facile de trouver des exemples. Et du coup, tu deviens juste un enfant terrifié, en fait. T'es plus un citoyen. Ou alors tu t'attends un sauveur. Bah, c'est pareil. Hein. Ou une sauveuse. C'est-à-dire que t'attends un homme ou une femme providentielle. C'est pareil, Donald Trump est le seul homme politique dont le documentaire Hold Up dit du bien. Bah, bien sûr. Et voilà, et du coup, je vais m'arrêter là-dessus, parce que je pense qu'après, on va passer sur la chronique de Florent. Oui, on y arrive. Voilà, moi, ce qui me tue, et à mon avis, là où il y a une réaction plus intelligente à avoir politiquement sur le complotisme, on va dire, dans un grand sac, même si, en fait, plus je le dis, plus je trouve que ce terme, il est assez mauvais, c'est que c'est le boulot de la gauche de porter des trucs qui soient alternatifs aux mensonges du pouvoir, mais qui rendent pas les gens impuissants. Parce que, comme disait Philippe tout à l'heure, Sibeth Ndiaye dans un complot mondial hyper complexe, on va pas y croire très longtemps. Et puis même sans se focaliser, sans se focaliser sur Sibeth Ndiaye, qui était juste porte-parole et qui du coup disait ce qu'il fallait dire, elle faisait son boulot. Un Darmanin mais même un Macron, tu vois, le mec il se prétend très intelligent, il est quand même bête. Il a aucune compréhension politique, Macron. Faut arrêter. Imaginez Jean-Michel Blanquer chez les Illuminati. Mais c'est ça. Enfin, à un moment donné, il serait incapable de se faire élire délégué de classe, Jean-Michel Blanquer. Je le vois bien coiffé d'une petite pyramide sur la tête. Ouais, voilà. Et donc, c'est ça ma conclusion, c'est que c'est à la gauche, au sens qu'on veut bien lui donner, de porter un truc pour que ces gens-là, ils se trouvent une explication au monde et un moyen de s'y raccrocher qui les rendent pas impuissants et terrifiés seuls chez eux, parce que en face, parce qu'en face ils sont pas intouchables. En face, c'est des gens qui ont chié dans leur froc quand t'avais juste quelques centaines de gilets jaunes et de black blocs à 1 kilomètre de l'Elysée, sans armes, juste très énervés, avec des pavés et quelques cocktails Molotov. Ils étaient en train de se chier dessus et ils étaient à 2 doigts de sauter dans un hélicoptère pour s'enfuir. Ça aurait été drôle quand même. Comme Macron avec des grandes pancartes, des grandes banderoles, Macron à Baden-Baden. Ça aurait été très amusant. Ça aurait pu être très amusant. On a loupé quelque chose là quand même. Voilà. Donc pour moi ça c'est pas un comportement de type intouchable Illuminati du complot mondial qui gagne à tous les coups, si tu veux. Voilà. Alors juste pour avant d'assurer la transition à la chronique de Florent, c'est la gauche de faire ce boulot, et évidemment je suis d'accord. Faut quand même faire une parenthèse, je pense, sur il y a beaucoup de gens qui ont réagi à Hold Up, etc., sur beaucoup de choses. On assiste en direct au naufrage intellectuel de Monique Pinson-Charlot, c'est triste, qui est très triste, un truc vraiment très qui triste. avait déjà commencé un peu avant, mais bon. Ouais, mais là, elle s'enterre elle-même, quoi. Ouais. C'est assez terrible. Le pire, c'est les gens qui la défendent, Mordicus, en fait. Ils disent mais non, elle savait pas que c'était un film de merde et tout ça. Mais c'est pas tant le film de merde le problème, c'est qu'elle dit de la merde. C'est ce qu'elle dit. Oui, voilà. Et ce qu'elle dit depuis longtemps. Par n'importe quel bout que tu lui prends, le truc parce que juste, alors parenthèse dans la parenthèse, sinon on va jamais s'en sortir. C'est que très brièvement, les riches, les très riches, Bill Gates, Soros, Jeff Bezos, etc., Bolloré, n'ont pas envie. Ici, ils sont pas dans un processus d'extermination de la population de pauvres, pour une raison très très simple, ils s'en foutent. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. C'est-à-dire que si tu es dans un processus d'extermination, genre les nazis ou le génocide rwandais par exemple, tu es dans l'intentionnalité du truc, tu veux, tu as un projet, c'est un truc comme ça, faut les exterminer, donc on va faire ça. Jeff Bezos, il se lève pas le matin en disant je vais massacrer des millions de gens. Non, non. Jeff Bezos, il se lève le matin en se disant pour l'instant, un pauvre, c'est encore moins cher qu'un robot. C'est ça. Ouais. Pour l'instant.
Donc, et fermeture de cette parenthèse pour aller dans l'autre parenthèse, et après on va enfin y arriver à cette chronique. L'émission va durer 2 heures. Bon. On voulait faire court au début, hein, c'est ça, hein, rappelez-moi. Mais oui. Il paraît. Ouais, mais c'est passionnant. Et c'est que... Mais évidemment, nous sommes passionnants, on doute plus. Hein, la question, elle est vite répondue. Merci. Et je sais plus ce que je voulais dire. La deuxième parenthèse, pour finir les parenthèses. Non, je voulais dire autre chose. Oui, c'est... Oui, un truc comme ça. Et donc c'était... Qui n'en a pas parlé? Qui n'en a pas parlé? Parce qu'il y a des gens qui ont énormément parlé de Hold Up, mais il y a aussi des gens qui n'en ont pas parlé. Il y a des gens qui ont voulu minimiser l'impact. Enfin, je repense à certains articles dans Marianne, via Natacha Polony, qui disaient oui, mais elle avait une vidéo hyper longue et contournée où elle disait oui, alors bon, c'est vrai que ce film c'est un peu n'importe quoi, mais bon quand même, etc. De tourner autour du pot. Bon, il y a aussi des entre guillemets influenceurs politiques qu'on a senti tellement gênés par le sujet qu'ils n'ont carrément pas abordé du tout, histoire de certainement pas... Je fais d'allusion à personne. Tu fais bien de mettre des guillemets. Tu fais bien mettre des guillemets à influenceurs. Je suis pas sûr qu'ils influencent grand monde. Disons qu'à un moment tu peux essayer d'influencer et finalement c'est toi qui es influencé par ton public parce que money. C'est un retournement un petit peu triste. Mais plus grave, il y a aussi des gens, des politiques, des responsables politiques, que nous n'allons pas nommer aussi, mais dans un courant souverainiste de gauche, qui n'ont pas pris publiquement position pour dire c'est de la merde. Ouais. Et ça, c'est une faute. Politiquement, c'est une faute. C'était un truc, certainement pour pas froisser la faction populaire qui disait « Oh, mais si, quand même, parce que ça pose quand même quelques questions. » Mais politiquement, c'est une faute. Et j'en veux pour preuve que la seule personne politique de l'opposition qui a pris fermement position contre le film Hold Up, c'est Marine Le Pen. Et il y a eu quand même le PCF aussi. Hein. Ils ont pris position. Pour le coup, j'ai pas vérifié, mais je pense que si on cherchait du côté de lutte ouvrière, on en trouverait aussi compris position. Oui, parce qu'en général, ils sont, en général, ils sont assez réglo sur les questions scientifiques, lutte ouvrière. Ouais. Mais même sauf quand il s'agit du nucléaire. Oui, même les autres Trotsko, hein, en vrai, t'as Révolution Permanente qui a fait tout un article pour dire que, en gros, ça se trompait de combat, tu vois. Enfin, un truc classique de trotskiste, quoi. Mais ils ont dit des trucs. Après, mais ça reste marginal tout ça. Enfin, dans le cadre de l'opposition, on va dire politique mainstream, se faire encore doubler par le FN, c'est pénible. Sur ces trucs-là, ça fait mal au cul, quoi. Donc voilà, c'était donc la fin de la parenthèse du truc, mais toute cette ambiance de paranoïa générale prépare la transition avec la chronique de Florent qui va nous parler de la méta-paranoïa, en fait, quelque part. La métaparanoïa, oui, c'est un terme, si on veut. Je vais parler de QAnon. Alors, comment commencer ? Le 28 octobre 2017, les habitués de Paul, le board politiquement incorrect, c'est-à-dire d'extrême droite de 4chan, ont vu apparaître le premier message annonçant « The calm before the storm », le calme avant la tempête. Le message venait d'un dénommé QAnon, un anonyme prétendant détenir une accréditation Q. C'est comme l'accréditation top secret, mais dans le domaine des armes nucléaires. Il paraît que celle-ci serait plus dure à obtenir. Il faut bien ça pour donner un poil de crédibilité. La tempête, c'est un putsch militaire qui devait donner les pleins pouvoirs à Trump et à sa garde rapprochée. L'objectif, mettre fin aux agissements d'Hillary Clinton et d'autres personnalités démocrates qui, comme chacun sait, torturent, violent et mangent des enfants lors de rituels pédosataniques dans le sous-sol d'une pizzeria de Washington DC. Est-ce qu'ils mettent de l'huile piquante ? Ça dépend de l'enfant, c'est un code. Il y a toute une histoire de. En fait, il y a toute une histoire comme quoi l'arôme de la pizza, enfin ce qu'il y a dessus, etc. C'est des codes pour différentes pratiques sexuelles. Oh, ça va réellement très loin. Oh putain, merde. Moi je pensais faire une vanne de merde. C'est vraiment n'importe quoi. Donc oui, des gens croient vraiment ça. Et c'est pas fini. C'est ça le problème avec le complotisme. Tu crois faire des vannes débiles, etc. Il y a quelqu'un qui y a pensé. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est théorisé sur un forum. Oh merde. Oh. C'est un peu la règle de la surenchère permanente. C'est ah bon, tu crois encore à la Lune, mais tu sais pas que c'est le soleil vu de dos.
Oui, voilà. Et qu'il y a des nazis sur la face cachée, tu savais pas ça non plus? Si. Bah, on a tous vu le film, en même temps. Bah oui. Oui. Bref, la base de la théorie QAnon, c'est que les glandes surrénales des victimes produisent de l'adrénochrome. Ce serait la plus puissante des drogues, peut-être même un élixir de longue vie. D'où une conspiration de l'état profond, afin de s'assurer un approvisionnement constant en épices. Non, en adrénochrome. Et donc en enfant. Référence subtile. Oui. Et donc en enfant, en adulte aussi, mais surtout en enfant, c'est mieux pour l'appel à l'émotion. Bon, l'adrénochrome, ça existe vraiment. C'est un pigment bleu qu'on produit par oxydation de l'adrénaline, pas du tout une drogue. Et on sait faire tout ça en labo. Les histoires de torture et de drogue surpuissante, ça vient d'un passage de Las Vegas Parano. Wow. Vous avez sûrement reconnu là-dedans des éléments de théorie conspirationniste plus anciennes. Le Pizzagate, bien sûr, les bases souterraines tentaculaires, l'état profond, un remix du bon vieux complexe militaro-industriel, et le film qui dévoilerait la vérité au passage sous couvert de fiction. C'est que QAnon est une méga théorie du complot. Une théorie qui en amalgame d'autres plus restreintes, comme sur l'assassinat de Kennedy ou le 11 septembre, et qui donne une sorte d'explication globale, et si possible un aperçu de l'avenir. C'est loin d'être la première. Vous avez sûrement entendu parler du nouvel ordre mondial des Illuminati, des reptiliens chers à David Icke, ou même du projet Bluebeam inventé, ou plutôt dénoncé, par Serge Monast. Et justement, c'est pas la première méga-théorie. Elle a même rien de bien particulier. Il n'y a pas d'invasion alien, pas d'hologramme de la NASA qui simule le second avènement du Christ, pas l'ombre d'un vampire ni un poil de reptilien, rien. C'est juste une synthèse molle des thèmes les plus courants dans les milieux conspi. Une sorte de hollandisme du conspirationnisme, si on veut. Il y a quelques excentriques à la marge, qui croient aux ovnis, etc., mais justement, ce sont des excentriques à la marge. La théorie centrale est d'une banalité incroyable pour une méga-théorie, alors que dans ce domaine, l'escalade est la règle. La Lune n'existe pas, tout ça. Oui, classique. Ce qui est moins banal, et souvent négligé par les analyses les plus courantes, c'est que c'est très participatif. Ouais. Les messages que Q a laissés d'abord sur 4chan, puis sur 8chan et maintenant 8kun, sont faits pour être décryptés et interprétés grâce à des recherches complémentaires. C'est un jeu de pistes, il n'y a que pour le cœur de la doctrine que Q dit « croyez telle chose ». C'est un des moteurs de la mouvance, rejoindre QAnon ce n'est pas juste croire. C'est interpréter, décoder, compléter, bref, pour le dire en des termes chers aux conspirationnistes, ne pas être un mouton et faire ses propres recherches. Je vais pas dire pour de vrai vu le résultat, mais l'effort personnel est là. Et si tu cherches dans un seau de merde, il y a peu de chances de tomber sur des perles quand même. Hein. Ouais, mais t'as cherché. Mais t'as cherché. Ah oui. Nous-mêmes, voilà. on cherche. Bien sûr. On cherche beaucoup. Mais nous, c'est différent. On arrive à trouver des perles dans des seaux de merde. Nous, on y arrive. Mais c'est pas pareil. C'est même peut-être la seule mouvance conspire posée à ce point sur le travail de ses tenants. C'est leur théorie. Et de ce fait, comme renforcement d'ego, c'est bien plus addictif que les révélations d'un Icke ou d'un Monast. C'est pour ça que ça dure depuis 3 ans. Malgré plusieurs prédictions foirées et d'autres déceptions, c'est pour ça que ça rebondit dans la période très troublée que le Covid nous amène, et même, depuis quelque temps, qu'elle marque des points dans les milieux de gauche confusionnistes, y compris en France. Ouais, et le 13 novembre, Q est sorti de son silence qui avait suivi la défaite de Trump. Il a trouvé un nouveau slogan, lancé quelques devinettes, et terminé sur cette phrase. « Parfois, il faut marcher dans l'ombre avant de voir la lumière. » Pour les fidèles. C'est beau, hein. C'est poétique. On dirait une sorte de roman de dev perso qu'on trouve, genre, c'est Aurélie Valogne ou les auteurs comme ça qui sont spécialisés là-dedans. Ou un manga Parfois, pour adolescents. Ou alors, oui. Ou alors ça me fait penser à Chevènement, on en parlait tout à l'heure. Ouais, mais lui, il a vraiment... lui, il a vu la lumière au bout du tunnel, puis après il est revenu. Walk on the other side, tu vois. Bref, pour les fidèles, c'est clair, la défaite de Trump était prévue et fait partie du plan. Je sais pas si vous avez entendu la majuscule, c'est le plan avec un P majuscule. Oui. En intégrant la défaite, Q s'inscrit dans le long terme. On n'en a pas fini avec ça, loin de là. Fin de compte, QAnon est le plus grand succès du conspirationnisme depuis les protocoles des sages de Sion.
vous savez, ce faux plan des Juifs pour la domination mondiale, publié en 1903 et qui lui aussi connut de nombreux usages politiques. Autre point commun, les protocoles étaient écrits par la police tsariste et QAnon est quasi certainement une création de partisans de Donald Trump. Et ça, c'est ce qu'affirme entre autres l'ex-admin de 8chan. Oui, mais j'ai lu des trucs là-dessus, mais vas-y. Et ça, c'est un peu l'éléphant dans la pièce. J'ai une autre hypothèse par rapport à ça. C'est un peu l'éléphant dans la pièce, l'origine de QAnon sonne conspi. On explique un fait politique. On explique un fait politique par l'action secrète et concertée d'un groupe d'individus dans un but déterminé en manipulant les masses, soit une conspiration. À la rigueur, on a remplacé une méga-théorie par une théorie ponctuelle, liée à des buts électoraux ordinaires, bref, une sorte de théorie d'entrée dans le conspirationnisme. Dit comme ça, on n'en sort pas. C'est une immense défaite, probablement la débâcle d'une certaine forme d'anticonspirationnisme. Et il va falloir en tirer les leçons, et commencer par dire une chose simple. Les trucs qui sonnent conspi, ça arrive. Les vrais complots, ça existe. Il n'y a pas d'aliens, pas de reptiliens ou de satanistes mangeurs d'enfants. Ça explique qu'un tout petit bout de l'histoire, mais ça existe. À mon avis, l'anticonspirationnisme sérieux, c'est de se coltiner ces cas réels qui servent ou peuvent servir de porte d'entrée dans le conspirationnisme. Comme, entre quelques exemples, le projet MKUltra, ou ce qui intéresse beaucoup plus l'actualité récente, des études sur le changement climatique, commandées par des compagnies pétrolières et enterrées pendant des années. Je pense qu'on devrait... c'est vrai, des trucs qui existent. Je pense qu'on devrait abandonner la notion de théorie du complot, qui est trop floue, et la remplacer par une distinction plus précise entre les fantasmes de complot et les hypothèses de complot. D'un côté, les délires en roue libre, avec des reptiliens, des plans d'extermination mondiale par des maladies pas plus dangereuses qu'une grippette, etc., etc. De l'autre, les soupçons raisonnables, légitimes, qui méritent qu'on les étudie et qu'on les replace dans une perspective sérieuse, c'est-à-dire de classe, bref, qu'on les traite comme n'importe quelle autre supposition en politique. C'est un objet politique en tant que tel, parce qu'à chaque fois qu'on écarte les hypothèses de complot d'un simple haussement d'épaule, ce geste, ça devient un argument pour les tenants des fantasmes de complot qui n'ont pas besoin qu'on leur fasse ce cadeau. Ouais, tout à fait. Alors, juste pour ce qui est des aliens qui n'existent pas, je rappelle que l'US Air Force a publié en pleine crise du Covid des images d'objets volant dans le ciel en disant on ne sait pas ce que c'est. Ce qui fait dire ce qui est un truc très 2020, très cohérent avec le truc. En pleine crise de pandémie mondiale, l'US Air Force balance. Vous voyez des trucs dans le ciel? On n'a aucune idée de ce que c'est ces conneries. C'est totalement cohérent avec l'année qu'on vient de passer. Je trouve. C'est comme le truc métallique là, dans quel désert ils ont retrouvé ça. Ils ne savent pas ce que c'est non plus. Le machin qui. Ça se trouve, c'est eux qui l'ont mis là. Ça, c'est le complot. Vous voyez cette connerie? On n'a pas la moindre idée de ce que c'est. Oh, le truc métallique, moi je pense que ça a été envisagé même dans la galaxie conspi. C'est une version 2020 du coup des Georgia Guidestones. Des quoi? Ça c'est merveilleux. Nous, on n'a pas un doctorat en complotisme. Excuse-nous. On n'a pas de doctorat en complotisme, nous. Les Georgia Guidestones, c'est un truc qu'on trouve dans l'état de Géorgie, dans une ville qui s'appelle Edmonton. C'est une espèce de monument néo-mégalithique qui a été commandé dans les années... Ça, c'est des gros blocs de granit qui ont été commandés dans les années 80 par un mec qui a gardé l'anonymat. Il n'y a que le mec de la banque qui a financé le truc, par lequel la transaction financière s'est faite, qui connaît l'identité réelle du bonhomme et qui a signé un accord de non-divulgation. Et sur les Georgia Guidestones, il y a tout un tas de commandements vaguement mystiques, utopiques, machin, dont le fameux réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants. Ouais, c'est un truc. C'est vraiment pas beaucoup. C'est peu, C'est un truc qui revient très sur le chiffre de 500 millions de réduire la population mondiale. Oui, ça vient de là. Très exact. Ce nombre très exact vient de là, en fait.
Sur Quanon, on en avait déjà discuté. Moi, j'ai une autre. Moi, j'ai un autre avis sur le côté participatif. Ça, c'est vrai, parce qu'en plus, c'est un truc qui se répand, qui s'est répandu de façon internationale et qui s'adapte. Quanon, c'est un truc qui s'adapte en fonction des problématiques politiques spécifiques des pays. C'est-à-dire oui. Tu veux dire que c'est un peu comme le McDo, en fait. Tu sais, qu'ils mettent des produits locaux et tout. C'est ça. Ah, mais c'est une franchise. Ah oui, c'est un truc, c'est une expression totale du capitalisme. C'est-à-dire qu'en fait, même le complotisme, c'est franchisé. Merveilleux, hein. Et ubérisé quelque part, vu que les gens font le boulot eux-mêmes. Oui, c'est ça. Il y a un côté, faites ce que vous voulez, mais considérez Trump comme le sauveur. Ouais, voilà. Et tout le reste est permis tant que faites ce que vous voulez, mais votez Macron. C'est bien, il y en a un qui a vu la référence. Bien, oui, mais... Et moi, je suis pas d'accord sur le côté. On a déjà discuté sur le côté synthèse molle. Moi, je vois plutôt comme ça, comme le complot des complots dans le métacomplotisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais une motion de synthèse. Et une motion de synthèse, c'est pas tout à fait le truc de synthétique mou. Tu fais plutôt une motion de synthèse où tu vas pas prendre des bouts de complot pour en faire un grand. Tu vas tous les prendre. Tous dans leur entièreté et les mettre dans un énorme chapeau et le couvrir d'un énorme truc qui s'appelle le grand complot. Tu veux dire, c'est comme... à l'intérieur oui et non. Il y a des bouts de complot dans tous les sens. Oui et non, parce que QAnon, par rapport aux 3/4 des théories de complot, et notamment des théories de complot américaines, on s'en rend moins compte en Europe avec nos complotistes à nous, mais pour des complotistes américains, placer leurs espoirs dans une réaction de l'armée, c'est pas normal. Oui, ils sont complètement anti-État normalement, les complotistes américains. C'est Freedom et tout ça. Ils sont anti-État et c'est des libertariens. Ouais, même dans cet ordre d'idée, remplacer le terme de complexe militaro-industriel par État profond, ça veut dire qu'ils changent d'attitude par rapport à l'armée. Est-ce que ça veut pas dire que les États-Unis c'est un pays qui est en train de grandir et qui a accepté l'idée qu'ils aient un État? Wow, alors est-ce qu'ils ne sont pas sur le déclin aussi et qui se raccrochent aux branches et qui se raccrochent à l'armée? Parce que l'armée est vue surtout par le complotisme, surtout d'extrême droite, comme la seule instance qui va nous sauver. Non, mais ça, c'est européen, comme il disait Florent. Oui, ça, justement, c'est ce que je disais. L'armée comme instance qui nous sauve, avec le général de Villiers qui sauve la France. C'est... Ce délire. Ouais, c'est une idée de... On fait des sondages sur le général de Villiers, mais ça sort d'où, ces trucs-là? Parenthèse. Ah oui, c'est une idée de facho et de conspi européens. Pour les conspi américains, ce qui va sauver l'Amérique, c'est de refaire 1776 avec des milices populaires. Ouais, c'est vrai. Avec des milices populaires qui se lèveront pour défendre le second amendement, ceux qui les autorisent à s'entretuer, quoi. Mais bon... Ce qu'ils n'ont pas fait d'ailleurs. On pouvait s'y attendre, mais ils l'ont pas fait. Donc, je dirais pas que je suis un peu déçu, mais le truc, pas jusque-là. Mais... Le truc, c'est que les complotistes d'extrême droite sous-estiment toujours un truc pour ce qui est de l'armée, c'est-à-dire le légitimisme de l'armée. C'est-à-dire que fondamentalement, les Milouf, alors c'est surtout en France, c'est le truc que je connais le mieux, mais sont des gens complètement légalistes et légitimistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... il y a peu de chances, mais vraiment très peu de chances de trouver des généraux putschistes en 2020-2021 en France, quoi. Ouais, d'autant que par le grand remplacement, les endroits où il y a des putschs militaires, c'est quand même des endroits, globalement, où l'armée, c'est souvent pas une armée professionnelle, mais une armée de conscrits, ou une armée de semi-professionnels un peu bancale, et où le recrutement des commandants est hyper politisé. Ce qui n'est pas le cas en France, en fait. Non, ce qui n'est pas le cas en France. Et le deuxième truc sur Quanon, bon là non plus, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oh putain. Ah bah bravo. Que c'était un troll, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça. En fait, moi, merci Philippe. Moi, j'ai la conviction, alors que la popularisation de Quanon soit le fait d'équipes trumpistes, ça j'en suis sûr. Mais je pense que l'idée originelle du truc qui a eu lieu sur 4chan ou 8chan, je ne sais plus, que Q, à la base, le mec, l'identité
l'identité qui est à l'origine de ça. Moi, je pense que c'est un gros troll de 4chan qui a chances un truc débilo-conspirationniste et ça a été pris au sérieux par des gens. Ouais, il y a des chances, ça a été instrumentalisé. Il y a un certain nombre de personnes qui ont un doute sur le fait que Q soit la même personne ou le même groupe au moment du passage de 4chan à 8chan. Pour le passage de 8chan à 8kun, personne n'a de doute parce que apparemment les admins sont dans le coup et ce seraient les admins qui seraient à l'origine de ça même. Enfin, qui seraient actuellement ceux qui se font passer pour Q. Et sur 4chan, entre autres, enfin, sur 4chan, déjà, ce qui est clairement un troll, c'est le Pizzagate. Ouais. Le Pizzagate, c'est d'autant plus un troll que dans la culture de 4chan, l'association entre les pizzas et la pédophilie, ça date, quoi. Ça date de l'âge d'or de Bi à la fin des années 2000. Ouais. Là, on va peut-être dans des trucs qui sont un petit peu trop deep, Internet. Oui, mais c'est... En tout cas, c'est vieux. Ouais, voilà, l'association entre la pizza et la pédophilie, c'était une blague locale sur ce site-là. Et... Non, moi, je pense et c'est ça qui est un truc qui est complètement... C'était un folklore local. Qui est très, très, très actuel, c'est qu'il y a des gens, au moment où on parle, qui sont prêts à mourir et qui sont prêts à en tuer d'autres pour un truc qui a été un troll d'Internet. Et c'est-à-dire une blague. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux lancer une blague sur un forum et au bout du bout, tu te retrouves avec des manifestations de miliciens surarmés qui portent des Q en petit écusson. Ils sont prêts à partir en djihad. En djihad, parce que c'est ça. Pour Quanon, c'est ça. C'est pas en guerre sainte. Ils sont prêts à partir en djihad contre l'État profond. Et je trouve que c'est extraordinaire. Je trouve que c'est un truc extraordinaire. J'ai envie de dire, je sais plus lequel de nous avait déjà fait le parallèle avec les phénomènes religieux. Mais ça me rappelle cette blague qui disait que le christianisme à la base c'est une meuf qui a trompé son mari et qui a dit mais non je t'ai pas trompé, c'est Dieu. C'est ça. La blague. Est-ce que c'est pas une forme de Quanon de polythéisme? Tu disais Thierry, ils agrègent des complots, des machins. Bah c'est ça le polythéisme. Non, c'est plus du syncrétisme si tu veux aller par là. Syncrétisme. Soyons précis. Les mots sont importants. Mais oui. Mais là, ce qui permet de faire ça, c'est qu'ils en ont rien à foutre que ça se contredise aussi. C'est le point central, c'est que même en Europe, il y a beaucoup de théories conspi qui cherchent un minimum de cohérence interne. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a un meilleur système éducatif ou je sais pas, tu vois, ou une plus vieille histoire ou j'en sais rien. Mais regarde la puissance d'impact. La puissance d'impact du truc. Oui, mais après, voilà, c'est le soft power américain dans une version bizarre, tu vois. Mais le fait qu'il y ait plein de contradictions dedans par le côté participatif, au fond, c'est pas un problème et donc ça permet d'agréger tout ce que tu veux, quoi. Ouais, c'est une bonne raison encore, hein, j'insiste, de parler non plus de théorie conspi, mais de fantasmes de complot. Bah oui. Parce qu'au fond, ce que ça revient à dire leur démarche, c'est que peu importe ce qu'on fout, on peut faire feu de tout bois, quoi. Peu importe ce qu'on met dedans, l'important c'est d'entretenir la flamme. Et je pense que c'est pas une histoire de croire aux théories de façon précise, mais plus d'une vision du monde un peu globale où en vrai il y a peu de gens qui connaissent vraiment le détail des théories en question, mais en gros ils sont pas contents parce que vaguement ils ont l'idée que les gens à Washington ils vont violer des enfants dans des pizzerias et que c'est inacceptable et qu'ils veulent la liberté et que c'est au fond le détail des théories il est pas très important, c'est comment dire, la peinture globale, la peinture globale de vision du monde qui compte. Et pour moi, c'est ça qui est aussi politique, tu vois. Nous allons conclure, messieurs, parce que nous avons déjà dépassé notre horaire de départ. Donc, juste la parenthèse de conclusion, c'est regarder la puissance d'impact du truc, où eux, quand nous, à gauche, on est prêt à littéralement s'entretuer pour une virgule mal placée dans un texte, et un truc comme Quanon ou Hold Up qui sont totalement incohérents d'un bout à l'autre, et c'est popularisé par des millions de trucs. Comme on dit sur Internet en voulant avoir l'air d'avoir l'air profond, à méditer. Tu veux dire qu'on fasse la même chose, en fait? Non, je veux dire qu'on sodomise moins les diptères. On manque de souplesse.
Voilà, merci. Donc, je vous remercie, messieurs, de cette discussion absolument passionnante sur toutes sortes de sujets. Nous nous retrouvons pour une prochaine émission dans 15 jours, si Dieu le veut. Et en attendant, je vous laisse méditer donc sur la devise de l'émission. Nous avons raison, pas vous.